Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous habituel pour débattre des différentes questions liées à l'actualité nationale et internationale, aux grands sujets de l'heure. L'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle, peut apporter des forces et des avantages distincts à un parcours professionnel, car l'apprenant peut développer des compétences comme le bon sens, la résolution des problèmes, la projection, etc., etc. Depuis plusieurs années, le Tchad s'est fixé pour objectif de se doter d'un plan sectoriel complet avec des objectifs de développement du secteur de l'éducation sur le long terme. Le souci majeur est d'offrir à la jeunesse un enseignement fondamental de qualité. Cependant, la conjonction de plusieurs difficultés qu'a connues le pays a rendu difficile l'objet fixé. Constat sur le terrain, les conditions d'enseignement sont détériorées, le personnel enseignant est quantitativement et qualitativement en nombre insuffisant. Les structures d'accueil sont pour la plupart délabrées, sinon inexistantes par endroits. L'effectif pléthorique d'élèves par classe, les subsistes des maîtres communautaires qui ne sont pas payés régulièrement. Les mouvements sociaux des enseignants qui ont souvent pour effet le retard de la rentrée scolaire ou la perturbation des cours sont récurrents. Le niveau scolaire ne cesse de chuter d'année à l'année. La liste est longue. La politique du secteur éducatif au Tchad, nous en parlons aujourd'hui dans ce numéro avec nos invités qui sont d'abord un habitué, Dr Moussa Ali Zakaria. Il est le président du comité technique politique sectorielle au comité d'organisation du dialogue national inclusif. Docteur, merci une fois de plus de nous honorer. Merci à vous, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Remadi Nagodjal. Il est directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté. Merci monsieur Daba pour cette invitation. Merci beaucoup. Pour épiloguer sur le système éducatif. Merci beaucoup. Et nous avons le troisième invité à l'extrême gauche, monsieur Djibrine Ngarmigmik. Lui, il est également membre du sous-comité de la thématique 4, politique sectorielle, au niveau de Kotni. Monsieur Djibrine, merci de consacrer ce temps à ce débat. Merci beaucoup et je salue les téléspectateurs et les auditeurs également de l'ONAMA. Voilà, nous parlons de l'éducation nationale. Ma première question, c'est de savoir, messieurs, qu'est-ce que le système éducatif ? Le système éducatif, c'est l'organisation de l'éducation sur le territoire tchadien. Et notre système éducatif est régi par un cadre juridique qui est la loi 16. En y structurant le système sur plusieurs paliers, nous avons le préscolaire, le fondamental, et au sein du fondamental, il y a le fondamental 1, fondamental 2. Le fondamental 1, c'est le primaire. Le fondamental 2, c'est le moyen, c'est-à-dire les collèges. Il y a le secondaire général, le secondaire technique, le secondaire professionnel. Nous avons aussi le supérieur. Et enfin, le non formel, c'est l'alphabétisation et l'éducation de base non formelle. Voilà comment est structuré notre système éducatif dans ce cadre juridique. Voilà la définition faite. Je pense que nous avons cerné le contour, le domaine de l'éducation, le système éducatif. Quelqu'un a un élément à ajouter par rapport à cette définition? Oui, c'est déjà pas mal. Mais par rapport en prospective, on va dire comme ça, l'élément à ajouter, c'est l'éducation familiale. C'est important aussi de le voir dans l'avenir. L'éducation familiale, vous mettez dans le paquet de l'informel? Maintenant, je ne sais pas si c'est informel ou formel. Moi, personnellement, j'aime pas ce mot. Je n'aime pas du tout ce mot, et à dessein, et c'est justifié. Quand, en ce moment, vous, M. Daba, à la maison, est-ce que vous êtes un informel, ensemble avec madame que vous avez mariée
à l'église ou à la mairie, et que vos enfants partent à l'école, ils ne sont pas des gens informels. Donc l'éducation que vous leur donnez à la maison, ça devrait se connecter à l'éducation préscolaire, avec les jardinières d'enfants, entre autres, pour que tout ça participe à la construction. Voilà, c'est juste un petit complément dans le cadre de cette initiative de regarder le futur de notre éducation. Mais bien sûr, ça a été très bien conçu. Hein, par le directeur général. Voilà. Merci. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, d'autant plus qu'effectivement, l'architecture qui est présentée par le directeur général découle de la loi 16 qu'il a évoquée. Et donc, nous tous, on se conforme effectivement à cette architecture. Alors, certains observateurs avertis disent qu'au Tchad, le système éducatif est malade. Alors, il va tellement mal que la baisse des niveaux progresse à une vitesse infernale. Et quels sont réellement les problèmes que rencontre le système éducatif tchadien? Je peux commencer par vous, M. Djibrine. En tant qu'un citoyen qui est passé effectivement par ce système, qui avait été formé par ce système, et aussi en tant que parent. Et observateur averti. Observateur averti également. Si vous partagez cette opinion? Oui, bon, nous partageons parfaitement cette opinion au regard des résultats que nous connaissons. Sur le terrain. Et effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation nationale a du plomb dans l'aile à cette situation qu'on qualifie de malade? Prenons du recul. Mettons un peu de l'eau peut-être dans le vin. Voilà, prenons vraiment du recul, tout le monde, sans exception aucune, et interrogeons-nous, la finalité de l'éducation, c'est quoi? Je crois que si on prend cet aspect de questionnement, baisse des niveaux. De baisse des niveaux, etc., on pourrait trouver les pistes d'amélioration de ces niveaux. Quand je dis prenons du recul, la finalité de l'éducation, c'est quoi? Nous n'inventons rien, je n'invente rien. C'est des constats adaptés à notre contexte du Tchad, mais aussi au lien du Tchad avec les tiers acteurs de par le monde. Si on prend l'éducation, la première interrogation, est-ce qu'elle est une éducation qui amène à être un acteur ou une actrice active? C'est l'apprentissage à la vie active. Première interrogation. L'apprentissage à la vie productive. L'apprentissage à la vie redistributive. Parce que quand on produit pour soi, mais on agit par la solidarité. Etc., etc. La liste est longue en termes de finalité. Alors, si on observe bien ces bases d'analyse, à notre période, il y avait peu d'étudiants de gros calibre. Nos aînés avaient commencé à trouver du travail après le CM2. Oui. Parce que l'éducation, en lien avec la vie active et productive, le marché, il est là. Mais la finalité, actuellement, c'est qu'on n'a pas travaillé de façon à adapter la croissance démographique en rapport avec la disponibilité des ressources, en rapport avec les contraintes internes et externes, de façon à ce que le contenu de notre loi, la structure, elle est bien faite. Mais maintenant, les contenus, comment est-ce qu'on va articuler chaque niveau, chaque palier, pour prendre le jargon technique du directeur général, chaque palier, quel serait le contenu de ce qui va être dit, et graduellement, l'enseignant va aimer ce qu'il fait, comme nos enseignants ont aimé comment nous apprendre, mais puisque ce n'est pas... Donc le choix de ces métiers par vocation et par amour. Je crois que ce n'est pas sûr. Hein. Oui. Quelque part, nos politiciens ont pris une décision pour prioriser certains secteurs où il y avait de gros sous, et l'éducation en fait partie. Et donc moi, agronome, je préfère être enseignant même si je ne le suis pas. Et donc je fais tout pour y être là-bas. Ou bien moi, journaliste, je préfère être enseignant. Là-bas, parce voilà. que là-bas, ça paye mieux. Voilà, donc il y a toutes ces considérations-là, mais je laisserai vraiment aux spécialistes. Mais moi, je dirais que grosso modo, ça c'est un premier élément. L'autre recul, c'est que notre système éducatif n'a pas tenu compte de notre historicité tchadienne.
Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que notre point de repère, c'est l'esprit occidental. C'est l'école occidentale. Or, le Tchad a existé des millénaires avec ses principes éducatifs, productifs et tout. Mais notre point de repère, c'est tant qu'on ne fait pas une reconnexion à notre historicité locale, À nos réalités, mais aussi à l'éducation tchadienne précoloniale, si je peux l'exprimer comme ça, et voir comment est-ce qu'on peut l'articuler. Ça aussi, c'est un deuxième niveau de problème qui explique la situation actuelle. Et si vous allez au Tchad profond, vous trouverez des gens qui n'amènent pas tout le monde à l'école et qui disent à quoi ça sert cette école qui fabrique des chômeurs sous les arbres. Voilà, il y a beaucoup de choses à discuter, mais l'expert actif et qui réfléchit sur l'inclusivité de l'éducation. Voilà, je vais reformuler, je reformule la même question autrement peut-être sur la même question. Sur la même question. Voilà. Au fait, le système éducatif tchadien fait face à 3 défis majeurs. C'est l'accès, la capacité d'offre des services éducatifs, c'est-à-dire l'insuffisance de la capacité d'offre. Oui, la capacité d'offre en termes de structures. Des structures d'accueil. Des structures d'accueil. Oui, d'enseignants aussi peut-être. D'enseignants, c'est la qualité. C'est la qualité. Ouais. Ensuite, deuxième défi, c'est la qualité des enseignements-apprentissages. La qualité n'est pas performante, elle n'est pas efficace. Et le troisième défi, c'est le défi de la gouvernance. Lorsqu'un système n'est pas bien gouverné, n'est pas efficient, efficace, c'est difficile. Alors je reviens sur les 3 défis. Vous savez, le taux d'accroissement de la population tchadienne est très élevé et les ressources, comme dit le docteur, n'accompagnent pas cet accroissement-là. Le système éducatif tchadien, nous sommes à 2 millions, plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Mais est-ce que le taux d'accroissement de ces effectifs, ça fait 2,2% par an? Mais si on voit les ressources allouées au système éducatif, ça n'évolue pas au rythme de ce taux. Et donc, lorsqu'il n'y a pas les ressources, il est difficile de construire un environnement sain, sécurisant et attrayant pour les enfants tchadiens. Maintenant, en matière de... Vous avez parlé de baisse de niveau. Bon, je ne sais pas ce que c'est baisse de niveau pour moi. La qualité de l'éducation aussi se détériore. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, lorsque dans une classe... Excusez-moi déjà, est-ce que vous n'avez pas constaté, par exemple, que même les enseignants sont formés au rabais? Même les enseignants, certains n'arrivent pas à se tenir réellement, à enseigner comme il se doit devant les élèves. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, parce qu'ils ne sont pas bien formés, et que ça se répercute effectivement sur les résultats? Au fait, je voudrais dire ceci. Quand il y a baisse de niveau, il faut qu'il y ait un niveau avant qu'il y ait baisse. Mais au Tchad, prenons l'encadrement des enfants. Lorsque... Non, je vous explique. Oui, la comparaison est simple. Vous prenez tout à l'heure, le docteur Ali a fait très rapidement un lien entre la génération passée avec le niveau BPC qui tenait. Jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez ces anciens, ils s'expriment bien en français, par exemple, ou en arabe, parce qu'ils sont bien formés, et ils peuvent mieux s'exprimer que ceux qui viennent de finir de l'université, par exemple. Est-ce que cela ne peut pas nous permettre de conclure qu'il y a un problème de baisse de niveau? Oui, il y a un problème d'écart de niveau. Mais je voudrais vous dire que les apprentissages sont construits sur un programme de 900 heures. Et lorsque un enfant s'absente, ou bien lorsqu'il y a interruption
des activités d'apprentissage pendant un temps. C'est un écart déjà. Et le plus souvent, au Tchad, on ne revient pas sur ce jour-là pour rattraper. Et donc, l'enfant porte déjà un écart, un déficit dans sur le programme. Il est admis au CP2. Le même écart se construit encore. Au CM1, au CM2. Alors, vous voulez que cet enfant-là ait le même niveau d'un enfant qui, en octobre, il est dans les salles et il finit en juin. Il finit le programme, ce n'est que normal qu'il y ait un niveau satisfaisant. Oui. Et donc, dire que, bon, ceux qui portent ce déficit-là jusqu'à l'université, vous voulez qu'ils soient aussi performants que le docteur? Oui, alors vous nous avez situé les 3 défis. Oui. Le premier, vous avez essayé d'expliquer un peu, surtout en termes de structure. Oui. Les 2 autres? Les 2 autres, c'est la qualité. Nous avons entamé avec la qualité. Oui. Il va falloir qu'il y ait des matériels didactiques suffisants pour les enfants et pour les enseignants. Vous prenez un enfant, une école quelque part à Zabili, que toute l'année, peut-être l'enfant n'a pas eu un seul manuel pour lire. C'est le maître qui écrit au tableau, il copie au tableau. Vous pensez que cet enfant aura le même niveau que celui de N'Djamena, qui a d'autres manuels, d'autres sources pour étudier. Alors là, on ne peut pas parler, sur ce point, la qualité, on ne peut pas parler de l'échec du centre de curricula? Non. Le centre de curricula élabore les manuels. Oui. Maintenant, c'est un problème d'impression des finances. Et là, il faut le problème de l'argent. De l'argent. Oui. Et donc, si l'enfant n'a pas les manuels, il ne peut pas avoir des compétences requises en lecture. Si l'enseignant même qui doit prendre cet enfant, mais il n'a pas de documents, il n'a que l'unique document de lecture, alors qu'un enseignant doit faire des recherches, plusieurs sources de recherche pour construire un apprentissage solide. Mais lorsqu'il n'en a pas, alors je ne sais pas comment faire. C'est toujours le problème de finances. Oui, le troisième défi... C'est la gouvernance. La gouvernance, puisque effectivement, on ne nomme pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ou bien parce que ceux qui sont là gèrent très mal. La gouvernance est à quel niveau? Décideurs, au niveau des encadreurs, au niveau des... À quel niveau? C'est à plusieurs niveaux. On commence par le directeur de l'école. Oui. Le directeur de l'école doit être un administratif et un pédagogique. Un animateur pédagogique. C'est lui qui encadre pédagogiquement l'équipe pédagogique de son école. Mais si le directeur n'a pas les compétences requises pour piloter une école, alors là, c'est difficile. Ça pose déjà un problème. Et le système est construit sur, d'abord, le niveau, le socle qui est l'enseignement primaire. Et donc, lorsque les gens parlent de l'enseignement privé est plus efficace, c'est parce que... Nous aurons l'occasion de revenir, voilà. Puisque l'éducation a été décentralisée et surtout on a confié également au privé. Oui. Et est-ce que cela a apporté quelques éléments de solution à ces problèmes? Nous aurons l'occasion d'en parler. Oui. Alors, vous n'avez pas fini? Allez-y. Je n'ai pas fini. Allez-y. Sur les défis. Au fait, nous avons parlé aussi de... J'ai dit, il y a plusieurs paliers. Au niveau de l'efficacité d'un système, c'est aussi dans le suivi-évaluation. Oui. Lorsqu'on ne suit pas, ou bien une faiblesse, on constate qu'il y a une faiblesse dans le suivi-évaluation, alors c'est difficile. Une entreprise n'est efficace que lorsqu'il y a un suivi, une évaluation efficace. Et au niveau central, il va falloir que nous aussi, que nous assurons ce suivi-là. Ouais. Nous assurer son suivi. Donc toute la chaîne doit être suivie afin de redynamiser le système éducatif tchadien. Est-ce que les mécanismes sont mis en place, pour effectivement faire le suivi
ou les mécanismes sont là. Mais tout suivi, toute évaluation, il faut avoir les finances. Ouais. Le problème de l'argent se pose toujours, le nerf de guerre. Le nerf de guerre, il faut avoir les finances. C'est pourquoi je pense que c'est l'occasion pour le ministère de l'Éducation de plaider pour l'accroissement des finances du budget alloué au système éducatif, notamment à l'éducation. Merci, directeur général. Alors, sur les mêmes questions, les 3 défis, M. Djibrine, quelle est votre réaction quand on parle de manque de structure, quand on parle de problèmes de gouvernance? Et le dernier élément très important, c'est le manque de suivi et évaluation au niveau de l'administration, au niveau de la gestion. La politique nationale en matière de l'éducation nationale a certainement défini ces différents enjeux. Avant d'aborder effectivement les questions liées au défi de la gouvernance, au défi du manque de moyens, j'aimerais effectivement revenir sur la double problématique qui caractérise le secteur de l'éducation. Oui. Comme il l'a dit tout à l'heure, là, la première problématique concerne effectivement l'ancrage du système par rapport à nos réalités culturelles, sociales et même économiques. Ça, c'est la première problématique que je relève. Hein. Et la seconde concerne l'adaptation du système éducatif aux évolutions. Nous avons des évolutions sur le plan économique. Par exemple, l'apparition de nouvelles technologies de l'information fait qu'il y a de nouveaux outils qui peuvent contribuer effectivement à améliorer l'offre dans l'enseignement. Et enfin, le contenu même pédagogique qu'on offre effectivement aux enseignants. Est-ce que ce contenu est adapté? D'où il se pose la question du suivi-évaluation. Je crois que le système éducatif mérite qu'on fixe des périodes bien définies pour évaluer le système, voir quelle est son efficacité et ensuite proposer des ajustements. Il ne faut pas que le système continue sur des longues périodes sans qu'il y ait des améliorations proposées. Bon, voilà, je parle sous le contrôle de monsieur le directeur général. Mais ça, c'est de mon point de vue, je crois que ça, c'est les problématiques qu'il faut d'abord considérer. J'aimerais aussi dire que, par exemple, le système éducatif constitue aujourd'hui, et depuis pratiquement plus de 30 ans, la priorité des différents gouvernements qui sont passés. Quand on examine, par exemple, le budget 2022, son budget vient juste après celui de la défense, avec 13,90%. Mais c'est toujours insuffisant. Oui, mais donc maintenant, effectivement, la question est de savoir, par rapport aux efforts que l'État déploie, quels sont les résultats qu'on met en face, c'est-à-dire à l'issue par exemple, il faut faire des mini-évaluations annuelles. Pour voir est-ce qu'il y a un décalage entre le budget et les réalisations sur le terrain. Mais là également, il va falloir s'assurer que ces budgets, c'est vrai, c'est des budgets prévisionnels, sont-ils réellement injectés dans le système comme il le fallait? Donc voilà, il y a un certain nombre d'ajustements qu'il faut faire. Et puis bon, il y a la question du suivi à évaluation périodique qui me paraît extrêmement important. Ces grands défis, docteur, sont réels. Je me permets toujours d'insister sur la finalité recherchée. Tant que nous ne révisons pas notre système éducatif pour le mettre en lien avec l'évolution humaine. Le bébé qui est né, dans 40 ans, il aura 40 ans. Et donc, tout ce parcours-là, de 0 à 40 ans, ce bébé qui vient de naître, c'est toute la société qui participe à son éducation pour qu'il soit sociable, qu'il soit productif, etc. Je crois que cet exercice est, à mon humble avis, le principal défi. Les moyens sont des outils d'analyse et de quête d'action, mais qui viennent en 5e ou 4e position de la réflexion. Déjà, c'est quoi notre système éducatif? Qui va assurer notre système éducatif? Dans le mot « quoi », je citais entre autres la finalité d'être un Tchadien, une Tchadienne active. Ensuite, productif. Ensuite, redistributif. Et dans l'entre les trois,
il y a l'aspect solidarité dans la redistribution, il y a l'aspect citoyenneté dans l'expression active, etc., etc. À l'intérieur, les parents, les amis, les voisins apporteront l'éducation spirituelle et autres. Ça, c'est un premier défi qui est là et qui, à mon humble avis, n'est pas encore tout à fait visible dans notre quotidien éducatif. Cet exercice est à refaire. Même si ça a été fait, on va dire, c'est déjà désuet, c'est vraiment à refaire. Ce premier niveau permet maintenant qui va participer au système éducatif? Ce n'est pas que l'enseignant. Quelle est la responsabilité du père et de la mère et des parents des deux parents d'enfants? À notre époque, il y avait les voisins aussi qui participaient à notre éducation. À notre époque, la rue participait à notre éducation. Le quartier, c'est tout ça. Le village. Le village, même la rue. Un passant participait à notre éducation. Il ne nous connaît pas, mais il passe par là, il constate quelque chose parmi les gosses. Si on fait des petites bêtises, il nous corrige. Et si on pleure pour rentrer à la maison, de la maison, dès qu'on explique, on nous renvoie avec des chicottes pour mieux que l'autre continue à... Ça, c'est un simple passant. Voilà. Donc, qui participe à l'éducation? Je crois que cet exercice-là, nous, on a eu, nous sommes venus après, mais on a eu quand même ces bribes d'éducation qui nous servent aujourd'hui. Et je crois qu'il y a lieu de réfléchir sur quoi la finalité ou les finalités éducatives, qui peut participer à l'éducation, aux côtés, bien sûr, de l'enseignant. Et donc, eux nous permettent de classer les choses dans leur case pour qu'on puisse Alors moi, je organiser. repose la question, docteur. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démission des parents la société, si vous voulez, qui a démissionné devant sa responsabilité, pas d'éducation de la rue, de la famille, autres, et même au niveau de l'État, l'éducation nationale n'a plus introduit l'éducation civique dans la formation de ces jeunes qui sont les futurs cadres de ce pays. Oui, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que notre génération à nous, on est les enfants des gens qui avaient vécu avant la venue des colons. Je fais ce lien-là, c'est quand même essentiel. Et donc, nos parents ont vécu la colonisation. Nous, on est venus en période dite du Tchad indépendant. Donc, la rupture de la notion éducative n'était pas perdue, complètement. Donc, on a pris de nos pratiques éducatives précoloniales, on y a associé un petit bout de ce qui peut nous permettre d'être évolués, entre guillemets, et ça nous a permis à nous, aujourd'hui, de voir comment puiser sur nos précoloniaux qui aident, et de ce que nous avons appris de l'évolution occidentale qui peut nous aider. On a eu cette grille-là. Mais ensuite, ceux qui sont venus après nous, ils ont vécu une situation de délabrement matériel, délabrement immatériel. Vous savez que quand je dis délabrement matériel, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits de pouvoir, il y a eu la cassure psychologique, les gens ont utilisé ces différents instruments qui nous lient pour nous délier, etc., etc. Et donc, ensuite, chacun, la vie était devenue telle que le papa ou la maman sont obligés d'être dans la vie active productive et pas dans la vie active permettant d'assurer la citoyenneté des enfants. Nous autres, papa, maman doivent travailler pour assurer le quotidien. Et donc, il a manqué quelque chose, de mon point de vue, qui fait que, bon, les enfants se débrouillent entre eux, mais c'est pas possible, ils n'ont pas de guide, quelque part, en tout cas pas comme il se doit. Et papa est venu tout fatigué, maman est devenue, le voisin aussi. Et donc, ça s'est émietté, effrité plutôt qu'émietté, je dirais. Voilà, ça s'est vraiment effrité, de telle façon que nos cadets ont eu la moitié de ce que nous on a reçu. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus les repères. Nous, on n'a pas le temps pour leur donner ces repères. Et eux, ils se sont fabriqués, ils ont fabriqué leurs propres repères. Et ils ont pris les repères des autres parce qu'ils ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup étudié. Donc, ils ont pris les repères des autres, mais qui ne cadrent pas avec nos réalités à nous.
Ouais. Surtout avec le risque maintenant, avec l'apparition des réseaux sociaux. Justement. Or, nous... Déjà, ils ne respectent plus les symboles de l'État. C'est ça. Alors, moi, étant paysan, c'est comme ça que mes amis m'appellent, et moi, je me suis dit, je suis paysan de 23 régions. Je voyage beaucoup, j'ai eu l'opportunité de découvrir tout l'étendue du territoire, profond surtout. J'étais quelque part, et on me dit, de vieilles personnes qui disent qu'un être humain, quel qu'il soit, a 3 choses pour s'assumer: produire, partager et conserver. C'est tout un programme. Pour produire, il y a tout un exercice, il y a tout un apprentissage, pour adopter les jargons consacrés. Mais pour aussi partager, il faut la notion de faire de la place à l'autre. On partage avec ses parents, mais avec ses voisins, avec même des gens, des inconnus. Et donc c'est ça qui tisse les liens sociaux, qui les consolide. Et conserver, c'est pour être prévisionnel par rapport aux intempéries de la vie. Donc ça, c'est l'école qui n'est pas écrite. Hein. Ça, c'est le savoir. Voilà. J'étais quelque part, on me dit aussi cette phrase très parlante, je me permets de la dire en arabe pour que même les auditeurs... Al-khalla matul, al-khalla gandoul. Le céréal, c'est pas la taille de la tige, mais c'est l'épi et sa consistance. Ouais. Mais c'est très profond, ça. Ça veut dire que même si on la ramène dans l'éducation du quotidien, j'apprends I-O-A, mais ça va me servir à quoi? Il faut que ça me donne de l'épi, mais pas de la tige. Mais on dirait qu'aujourd'hui, la plupart de notre école, c'est simplement l'apprentissage de la tige. C'est par constat. Hein. Voilà. Nous allons permettre au directeur général de dire un mot sur cette éducation qui a pour, disons, le point de chute, le savoir-être, qui semble être très important. Et devant ces situations, des missions de la société, de l'État. Bien. On va dire en quelques mots et puis on va passer à d'autres étapes. Ok, merci bien. Bon, je voudrais rassurer le docteur qu'il y a... Ou bien c'est vous qui avez soulevé le problème de l'éducation, Monsieur Djibril, de l'éducation civique. Oui, il y a une matière éducation civique dans nos établissements qui est enseignée. Maintenant, est-ce qu'il y a la pratique des enseignements civiques dans la... Est-ce qu'il y a la pratique? C'est ça la question. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que le docteur a dit. Est-ce que c'est adapté, notre système est adapté ou non? Bon, je vous rassure que le système éducatif tchadien maintenant a emboîté le pas en intégrant le TI et le TIS, TIS dans les enseignements apprentissages. Maintenant, il faut les développer pour que notre système soit adapté à l'environnement mondial actuel. Aussi, par rapport aux valeurs culturelles, il y a un bel exemple qui se passe dans le Moyen-Chari et dans le Mandoul, l'enseignement dans les langues nationales. L'enseignement dans les langues nationales, ça permet à l'enfant de s'approprier l'environnement culturel. Et les valeurs comme les contes dans les didactiques permet à l'enfant de mieux maîtriser, même voire mieux maîtriser que les parents. Vous voyez? Donc ce retour aux sources nous permet de faciliter les apprentissages et de garantir les pratiques, les bonnes pratiques, que de laisser dépraver ces pratiques-là. Donc vous voyez un peu, on est en train de s'adapter à l'évolution mondiale, mais tout en nous appuyant sur les valeurs traditionnelles, tout en nous appuyant sur l'environnement de l'enfant pour mieux construire ses compétences. Alors, je préfère toujours vous poser cette question. Et pour relever ces défis, le gouvernement s'est appuyé également sur le privé. Oui. Aujourd'hui, le secteur privé dans le domaine de l'éducation a permis quand même de relever ces défis. Est-ce que vous pensez que ça marche bien? Parce que finalement, il y a certains responsables des établissements privés qui se comportent comme des commerçants, en tout cas, qui valorisent l'offre au détriment parfois de la qualité. Bien. Vous savez, il y a deux types de privés. Oui. Il y a le privé
qui s'adonnent à construire les compétences des enfants. Mais il y a aussi des privés, leur problème c'est lucratif, c'est à but lucratif. Ouais. Et les enseignants qui sont là, ils savent qu'ils n'évaluent pas les enfants par rapport d'une manière objective. Ouais. On affecte des notes pour qu'on dise que dans cet établissement, ça va, et ainsi de suite. Mais le plus souvent, c'est des établissements confessionnels qui sont assez efficaces. Ouais. Sont assez efficaces parce qu'ils appliquent intégralement le programme. Et donc, à la fin de l'année, la réussite est probante. Oui. L'enseignement privé, comment vous trouvez, est-ce que cela permet quand même de relever le défi? En fait, moi, je voudrais qu'on ne considère pas qu'au niveau de l'enseignement public, tout est noir et qu'au niveau de l'enseignement privé, tout est rose. De part et d'autre, il y a quand même des exemples positifs qu'il faut valoriser et qu'il faut encourager. Mais le point essentiel, c'est surtout la question du suivi. Exactement. Est-ce que ces privés sont vraiment suivis? Bon, ça, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais ça dépend de là où, par exemple, nous avons la possibilité d'avoir des informations. Bon, maintenant, tout est question de la qualité, d'une part, du programme enseigné, mais également des résultats. Parce que chaque parent a la possibilité d'évaluer effectivement ce que son enfant a appris dans cette école. Et c'est à travers cela qu'il peut lui-même évaluer effectivement disons, la qualité de l'enseignement qu'on dispense à ses enfants. Mais ces écoles qui poussent comme des champions, même dans les fériques, les petits villages composés de 2 ou 3 concessions, il y a toujours une école. Est-ce que ça n'échappe pas au contrôle de l'administration centrale? Bon, moi, je vais continuer effectivement. Bon, je crois que la question du suivi s'accroche également à la question de la réglementation. Normalement, au niveau du ministère de l'Éducation, il doit y avoir une réglementation qui fixe les conditions pour créer une école, parce que la création des écoles est également liée à la capacité du ministère à pouvoir suivre l'évolution de cette école. Donc maintenant, la question doit être posée au ministère de l'Éducation si effectivement la réglementation permet d'éviter la création des écoles de complaisance. Oui. Et ça, là également, il y a nécessité effectivement de faire un suivi, de faire une évaluation du respect des cahiers des charges que ces écoles ont vis-à-vis du ministère. Le directeur général, vous pouvez rebondir? Oui, je pense qu'il y a un dispositif, il y a des actes normants, l'ouverture, création, officialisation des établissements sur le territoire tchadien. Malheureusement, est-ce que ce texte-là est appliqué, comme vous l'avez dit? Est-ce que les inspecteurs qui sont là, ils assurent le suivi pour dire que, attention, là, on ne peut pas créer une école parce que, voilà les critères. Et on revient toujours au problème de suivi. Donc, il y a un arrêté qui détermine les critères de création, d'officialisation, de fermeture d'une école. Nous disposons de ce acte-là. Oui. Alors, docteur, d'aucuns évoquent comme facteur qui ramène le système éducatif par le bas l'intégration de certaines personnes qui n'ont pas la compétence requise, parfois avec de faux diplômes, alors que des enseignants et des instituteurs formés continuent à chômer. Oui. Moi, je ne m'inscris pas dans une dynamique de jugement de valeur ou de constat qui a tort, qui a raison. Je crois que l'idée de l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est comment faire en sorte que notre éducation nationale soit réellement nationale. Pour le moment, elle ne l'est pas. Puisque le papa et la maman ne sont pas consultés dans l'élaboration des programmes. Ouais. Et si jamais le qui est bien déterminé, ça permet déjà à chaque niveau de qui d'assurer le suivi et l'évaluation, en fonction du palier, pour être précis.
dans le palier familial, ça oblige le grand frère, la grande sœur d'assurer le suivi de son petit frère ou de sa petite sœur, ou alors les parents quand ils ont le temps, etc., pour prendre le coaching à côté des aînés. Donc ça c'est un premier élément. Le second élément, c'est que puisque on a eu un contexte d'effritement, dans tous les sens du terme, et qu'on n'a pas pensé le lien de l'éducation en lien avec l'aspect productif. On est arrivé à un moment où, entre les deux, le pain, il est tout petit. Donc, c'est humain, tous les humains sont ce qu'ils sont. Si j'ai faim, je vais appeler mon voisin d'abord, mais pas le passant. Puisque notre système éducatif ne tient pas la route en termes de savoir agir, on n'est pas assez dans le savoir agir, voire pas du tout. Ouais. Donc, dans le savoir-faire, entre le savoir-faire, d'abord le savoir agir, ça nous amène à une multitude de productions. Et comme on n'est pas dans la production, notre savoir-faire, même si elle est boiteuse, on va aller vers le peu qu'il y a et on va bousculer, le plus fort va consommer le plus faible, etc. Le mieux positionné sur la file va bousculer pour dire non, non, nous les trois premiers, mais ce n'est pas un trois premiers de qualité comme exprime, mais plutôt de positionnement sur la file. Donc, si nous voulons revoir notre système éducatif, ça veut dire que les fondamentaux de l'éducation, comme partout ailleurs, c'est un enfant né dans sa famille, les parents ont le devoir de l'articuler jusqu'à ses 25 ans pour qu'il rentre dans la vie active. Donc cela veut dire qu'il faut effectivement mettre en pratique ce slogan selon lequel l'éducation c'est l'affaire de tous. Oui, ce n'est pas seulement l'affaire de tous, moi je dirais c'est l'obligation de tous. Parce que sans éducation, il n'y a rien. Hein. Oui. Tout part de l'éducation. La personne, je suivais une émission hier, ce n'est pas ici, mais il y a une famille qui battait un membre de la famille, et les enfants qui ont poussé ont vu aussi que les aînés battaient cette personne, et aussi ils ont commencé à battre cette personne. Donc l'éducation, c'est une obligation pour tous. C'est même une base de décollage comme la Chine tout s'est fait sur la base de l'éducation. Oui. Le culturel, c'est celui qui tire vers le haut. C'est le culturel qui tue. Si culturellement je suis solide, ça veut dire que même sur un petit peu, je peux dégager de quoi me satisfaire. Mais si le culturel n'est pas développé, n'est pas bien assis, c'est pour ça que tout va avec le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir. Ça, ce sont les fondamentaux. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que cela veut dire savoir-agir? On agit dans quoi? On revient à la case départ et comme ça, si on se reconnecte à notre histoire, on tient compte de notre quotidien d'aujourd'hui où il y a 2 millions, c'est ça que le DG vient de dire, on a 2 millions d'étudiants de tous les âges. Et la fonction publique, ça ne fait pas 1 million. C'est un exemple, je fais un lien avec l'État. Alors si tout le monde devrait aller au niveau de l'État, ben, les 2 millions, ça va pas. Et donc, si un système éducatif à réviser, tous les acteurs et actrices se mettent ensemble, déterminent les fondamentaux et alimentent les ingrédients pour que tous ces fondamentaux-là se réalisent. Tant qu'on ne rentre pas dans cet exercice, on ne trouvera pas les moyens nécessaires. Parce que les moyens, c'est le chiffre combien, ou bien l'aspect combien, c'est quand on a tout planifié qu'on se demande maintenant quand on va le mettre en œuvre et combien il nous faut pour la mettre en œuvre. Et à ce moment-là, chacun apportera du sien. Comme dans les années 80 où il y avait absence d'État, les parents d'élèves se sont mis pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles communautaires. Ils ont pris leurs responsabilités. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'écrire. Dans les fériques ou dans les villages de cases, les gens y mettent l'école. C'est pas mauvais de mettre cette école, puisque le papa et la maman, ils veulent que leurs enfants leur lisent au moins leur téléphone portable. Et donc, ils vont chercher un monsieur qui a fait le CE2. Peut-être c'est pour éviter également que les enfants parcourent de longues distances. Voilà. Et donc, il y a un travail de fond à faire, en fait. Oui, et c'est pour peut-être
faire face également à ce problème de l'abandon de l'école par les filles et de l'abandon aussi, de décrochage scolaire de certains enfants. Alors, nous orientons déjà vers la fin de ce débat. Le temps passe très vite. Et les difficultés sont nombreuses. Les grands défis que vous avez cités ici, on peut y ajouter pêle-mêle la répartition inéquitable des enseignants et même les structures scolaires. Il y en a qui se retrouvent dans des zones où il y a peu d'élèves. Hein, et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons proposer? Nous devons mettre à la disposition du système des salles de classe équipées pour permettre l'apprentissage. Maintenant, en matière de qualité, nous avons le CNC qui élabore déjà les manuels. Mettez à la disposition des enfants, des enseignants, des matériels didactiques suffisants. En matière de gouvernance, je pense qu'on peut renforcer les capacités de gestion, de pilotage des gestionnaires du système éducatif. Et est-ce qu'il n'arrive pas parfois que vous rencontrez certaines difficultés dues au fait que les responsables des établissements sont incapables de vous fournir un rapport bien fourni? C'est un système éducatif. Hein. Il y a le volet formation continue. Si c'est des gestionnaires qui n'arrivent pas, il est de notre responsabilité de renforcer leurs compétences en matière de gestion. On ne peut pas dire qu'il faut les injecter, mais eux aussi, ils doivent apprendre. Il est de notre responsabilité de les former. Le souci du docteur, c'est que notre système doit être un système qui moule des producteurs. Et là, au niveau de non formel, nous avons une stratégie, faire, et on alphabétise dans la langue et aussi dans la langue nationale et aussi dans la langue française ou la langue officielle. Et au terme de cette formation où le néo-alphabétisé a des compétences en écriture, en calcul, on le forme à un petit métier. Ouais. Et quand il sort de cette formation, de l'alphabétisation, il est à mesure d'être utile dans sa communauté. La formation en lien avec l'emploi. Avec l'emploi, oui. Donc avec la communauté. C'est cette stratégie que nous mettons en œuvre, mais nous avons externalisé cette approche-là, cette stratégie. On a confié aux opérateurs privés qui le font en ce moment. Mais les résultats sont aussi probants, pourvu que nous ayons ça soit bien suivi et que les moyens accompagnent réellement. Voilà, merci, M. Djibrine. Justement, moi, je constate que du temps où nous étions à l'école et aujourd'hui, il y a une différence. Je prends simplement le cas de CRFC que le directeur général vient d'évoquer. Le CRFC était vraiment des instruments qui permettaient de renforcer les capacités des enseignants tout au long, par exemple, de l'année scolaire. Et là, je constate que dans les régions, peut-être pour des raisons de moyens ou même pour des raisons de changement de stratégie, ces CRFC ont plus ou moins disparu, ou du moins ne jouent pas le rôle qui est le leur. Oui. Ça, c'est un aspect qui me paraît extrêmement important. Le renforcement de capacité doit se faire en continu. Oui. Il y a la question de l'adéquation, formation, emploi qu'on vient d'évoquer également. Vous avez parlé par exemple des pays comme la Chine, des pays comme l'Allemagne. Ils ont mis en place un dispositif qui permet déjà à l'entame du fondamental de détecter des vocations. Donc ça veut dire qu'à partir de la 6e, on essaie de voir qu'il y a des élèves qui ne sont pas destinés à aller faire des enseignements très poussés. Donc on essaie quand même d'identifier ces vocations et à partir de la seconde, on les oriente vers des écoles professionnelles. Et ça permet de disponibiliser très rapidement, par exemple, des acteurs dans certains métiers qui sont vraiment quotidiens. Par exemple, vous pouvez former des soudeurs, des plombiers, des carreleurs. Je prends l'exemple, par exemple, du projet pétrolier. Au moment où le projet était lancé, on n'avait pas de soudeurs qualifiés. Alors que si on développait cette technique, on allait déjà, ôter au système d'enseignement général un bon nombre d'élèves
qui avaient des vocations pour pouvoir les mettre en exergue et très rapidement être opérationnels dans la vie active. Ça aussi, je crois que c'est une piste de réflexion vers laquelle on pourrait effectivement innover et apporter vraiment une bouffée d'oxygène au système actuel. Éducation. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, vous avez des éléments, des pistes de solutions? Oui, je dirais qu'en attendant de réfléchir sur ces grands fondamentaux-là, ça prendra trop de temps, ça c'est sûr. On va aller à l'essentiel. À l'essentiel, concret. Quand nous on était petits, on nous amenait voir les industries de bonbons, les industries de scie, on faisait des petits champs à l'école. Il faut tout simplement que les autorités en charge, on a heureusement le directeur en charge de l'éducation inclusive, très rapidement de faire sortir un décret immédiat pour que, même s'il n'y a pas assez de manuels, avec le seul manuel là, une pipe, bon, on va aller trouver un parent avec sa pipe, voilà la pipe, les enfants, et voilà la tomate, voilà, on va au marché, voici la tomate, etc. Trouver les vergers, trouver les pêcheurs. À l'époque, on nous amenait même à l'école, dans le cadre de l'école, apprendre à pêcher au bord du fleuve Chari ici, avec des petits hameçons, voilà comment on fait, etc. Donc, on a mille et une choses à faire, aussi bien dans un milieu urbain qu'en milieu rural. On utilise les ressources existantes pour faire un lien direct entre apprentissage éducatif donc, et préparation à la vie active. Et à l'occasion, il y a des gens qui ont des vocations. Les jeunes fabriquent des petites machines, je ne sais pas, de petites voitures. Il y en a qui apprennent, ils fabriquent des guitares. Ce sont des réalités qui sont les nôtres. Et donc, faites des liens automatiques tout de suite avec ces quotidiens-là. Et comme ça permettrait à ces gens, à ces jeunes, de rentrer déjà dans ce qui nous manque, à savoir le savoir agir, qui est le 4e pilier loin là-bas. Ça, ce sont des choses qui sont faisables sans nécessairement avoir beaucoup d'argent. Mais si tout le monde est impliqué et que tout le monde trouve que ces propositions portent, alors c'est-à-dire que le quartier va s'y mettre, les parents vont s'y mettre, et donc aux côtés de l'État, l'État éducation que vous êtes, et puis voilà, et les choses iront. En attendant qu'on trouve le temps pour vraiment refaire l'éducation en tenant compte de nos valeurs culturelles, de nos ressources, il y en a beaucoup. Maintenant, les jeunes, ils ne voient même pas que le Tchad est riche. Ils ne savent même pas ça, qu'ils ont de quoi faire de l'argent tout autour d'eux. Mais il y a d'autres, le constat fait que d'autres personnes, d'autres pays viennent ici en très peu de temps et ils ramassent tout cet argent qui est invisible pour nous autres. Voilà, merci à tout seigneur, tout honneur. Nous allons donner la dernière parole à vous, monsieur le directeur général, pour conclure ce débat. Et peut-être avant de dire un dernier mot sur ce que le ministère fait, des efforts du gouvernement pour améliorer le système éducatif tchadien. Un mot sur l'éducation des filles. Oui. Parce que c'est un volet important, on n'aura pas l'occasion d'aborder au cours de ce débat. Mais un petit mot, est-ce que ça évolue, l'amélioration, oui, ça va? Oui, l'amélioration, je pense. Quand on a les statistiques, on constate que ça donne. Les statistiques, il est vrai que c'est sous forme de pyramide. Au niveau du primaire, il y a... Dès qu'on monte jusqu'à l'université... Elles sont moins nombreuses. Oui. Il y a un peu d'efforts à faire, donc. Voilà, il y a d'efforts à faire dans ce sens-là. Voilà, les efforts dans le cadre du système. Oui, dans le cadre d'abord de sensibilisation, parce que les filles, il y a les pesanteurs culturels qui les empêchent à continuer. Il faut un plaidoyer aussi par rapport à l'environnement. L'environnement, vous savez qu'une fille... Si dans une école où il n'y a pas les toilettes, quelquefois, bon, si jamais elle veut faire, elle va aux toilettes et qu'il n'y a pas les toilettes, bon, les autres enfants se moquent d'elle et puis ensuite elle délaisse. Donc il faut qu'on crée un environnement vraiment sain pour permettre aux filles de continuer et aussi il faut que les parents même acceptent que les enfants continuent. Donc, il y a un problème qui se pose au niveau de la famille. Les filles particulièrement, mais les enfants en général, puisque dans certains milieux, en ce moment, nous vous rassurons que jusqu'aujourd'hui, certains enfants sont retenus au champ ou derrière les bétails par les parents, alors que la rentrée scolaire a été effective depuis déjà 5 mois je pense, depuis octobre. Et ça, c'est un constat réel.
il y a des efforts à faire, il faut mener des campagnes de sensibilisation auprès des parents. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question et nous avons cerné le sujet et nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres volets concernant l'éducation des filles, concernant l'éducation des adultes et autres volets. Entre-temps, le train entre déjà en gare, nous ne pouvons plus continuer ce débat. Nous tenons à vous remercier, Monsieur le Directeur Général, pour avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Voilà. Merci également à vous, docteur. C'est pour la 3e fois que vous participez à cette émission, surtout pour votre disponibilité. Merci aussi aux techniciens cachés qu'on ne voit pas. Oui, mais qui font le travail de fourmi. Qui nous permettent d'être ce que nous sommes. Voilà, nous tenons à remercier également M. Djibril Ngarmignik, qui pour la première fois vous participez à ce débat. Exactement. Et nous aurons l'occasion de vous accueillir encore ici. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier également. Je pense que vous avez beaucoup bénéficié de ce débat. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.